Qu'il se passe quelque chose depuis 24 heures. Depuis que la décision coup sur coup de l'Allemagne, puis des États-Unis, a été officielle de livrer des chars lourds, des chars d'assaut à l'Ukraine. Beaucoup considèrent que c'est une bascule, que ce n'est pas une arme de plus, que c'est une bascule, et cela suscite un débat plus fort qu'il n'a jamais été. Si on définit à grands traits les lignes de ce débat, c'est est-ce que ça va trop loin dans le soutien militaire à l'Ukraine? Est-ce qu'on s'engage dans une escalade incontrôlée? Où peut-elle nous mener? Est-ce qu'elle peut nous mener à la guerre? Est-ce qu'elle peut nous mener à une guerre plus large et une guerre qui nous engage directement avec la Russie? C'est ça ce débat. Et il ne faut pas regarder ailleurs. Il faut le regarder en face, il faut l'écouter. Il faut écouter ceux qui ont des réserves, puisqu'on a toujours tendance, et c'est un peu notre cas ici depuis le début, à dire faisons tout pour défendre l'agressé face à l'agresseur. On n'est pas en train d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. On est en train d'essayer de faire respecter une certaine notion de la morale et du droit. Le droit à l'autodétermination, à la souveraineté sur son propre territoire. Donc on est en train d'essayer de défendre la démocratie aussi contre le régime autoritaire. Oui, mais ces voix-là qui indiquent qu'ils s'interrogent sur le devenir, sur la stratégie que nous menons. Est-elle vraiment une stratégie contrôlée? Où est-ce qu'elle nous mène? Il faut les entendre parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Et je vous le disais, parmi les diplomates, on va voir tout ça avec Fanny Veil dans un instant, parmi les diplomates, parmi les militaires, parmi les intellectuels, parmi les éditorialistes. Alors je vous propose, pour commencer, d'accueillir l'un de ces éditorialistes qui s'interroge. Il s'agit de Philippe Gély, qui nous rejoint, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Philippe Gély, merci d'être avec nous. Bonsoir. On vous connaît bien sur LCI, donc vous êtes une voix importante au Figaro. On accueille régulièrement Isabelle Lasserre, qui elle, visiblement, a une autre sensibilité que la vôtre. C'est pour ça que ça nous intéresse, parce que visiblement, fracture, le mot est un peu fort, oui. Mais il y a une division, il y a une différence de sensibilité qui traverse le Figaro même. Le Figaro, c'est une institution française. Mais ça a toujours été comme ça, c'est tout à fait normal. Et on n'est pas si éloignés, Isabelle et moi. Bon. Simplement, je peux parfois poser des questions à un moment où on a tendance à tous vouloir applaudir à l'unisson. Alors, on se fait un peu remarquer quand on ose poser des questions. Mais il faut aussi poser des questions. Et il faut entendre les questions qui sont posées. Et il faut donner la parole, parce que c'est vous qui signez cet édito dont on va parler dans un instant. D'abord, posons les termes de ce débat. Comment est-il amené? Par qui? Quelles sont les positions exprimées? Voici donc les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc je le disais, ces voix, on les entend beaucoup plus depuis 24 heures pour dire aider l'Ukraine, pourquoi pas, mais jusqu'où? Est-ce qu'on y a vraiment réfléchi et où est-ce que ça nous amène? Oui, aider l'Ukraine, mais pas trop, entre guillemets. Parce qu'aider l'Ukraine, c'est entrer, vous le dites, dans un engrenage. C'est le titre de votre éditorial, Philippe Gély, ce matin, en une du Figaro. Vous dites que les dirigeants occidentaux veulent soutenir l'Ukraine jusqu'au départ des forces russes, tout en évitant une escalade avec Moscou. Ils sont pourtant lancés, poursuivez-vous, dans un engrenage, sans plan de bataille réfléchi, mais sous l'inlassable pression de Volodymyr Zelensky. Et vous expliquez où pourrait conduire cet engrenage. Si les chars ne font pas la différence sur le front, chacun voit bien l'étape suivante. Ces missiles à longue portée qui manquent encore à la panoplie ukrainienne. Un jour viendra où Kiev expliquera qu'il faut frapper en Russie pour amener le Kremlin à la table des négociations. On ne pourra pas feindre la surprise, dites-vous. Dans ce papier, vous rejoignez les appréhensions de beaucoup d'autres. Hier, on évoquait par exemple ici l'ex-ambassadeur de France à Washington, Gérard Haraud. Voici précisément ces termes sur Twitter. Gageons que nous aurons le même débat éreintant sur la livraison d'avions à l'Ukraine dans quelques semaines. Nous nous sommes engagés pas à pas dans une escalade incontrôlée sans aucune stratégie identifiable. Alors, que craignent précisément ceux qui expriment cette appréhension? Eh bien, ils craignent que le conflit dégénère, s'élargisse et que l'Occident soit happé dans cette guerre. Ces réflexions, on les retrouve aussi chez les politiques, à la gauche de la gauche comme à droite. Écoutez par exemple Fabien Roussel pour le Parti communiste à propos justement de la livraison de ces chars lourds. Vous imaginez bien que faire ce choix-là est un choix qui est grave de conséquences, puisque nous franchissons une étape
que nous nous sommes toujours interdites jusqu'à maintenant. À quelles conséquences vous pensez? Et donc, ce sont ces conséquences que je souhaite pouvoir mesurer. Nous disons tous depuis le début, et la France fortement, que nous ne voulons pas participer à une troisième guerre mondiale. Quand même, l'enjeu, il n'est pas petit. C'est ce qu'affirme aussi, à droite cette fois, l'ancien secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, Pierre Lellouche. La question de fond qui est posée aujourd'hui, dans ce moment, qui est un moment de tournant, quel est l'objectif de cette guerre? Les Ukrainiens, légitimement, ils veulent reprendre leur territoire. Le problème, c'est que nous entrons aujourd'hui dans une guerre non déclarée par procuration entre la totalité des pays de l'OTAN et la Russie. C'est ça qui est en train de se passer. Et qui dit confrontation directe, David, dit aussi risque d'utilisation d'armes nucléaires. Écoutez ce que disait à ce sujet il y a peu l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. On est dans la surenchère permanente, on est dans l'escalade permanente. Voilà, et cette escalade, elle reste très dangereuse. On est sur une toile de fond d'arsenaux nucléaires, donc avec un vrai danger, même si personne n'a l'intention de les utiliser. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on est tellement convaincus que ça n'arrivera pas qu'on a l'impression de pouvoir tout se permettre. Eh bien non, il ne faut pas tout se permettre, il faut réfléchir. Et ça concerne évidemment les Ukrainiens, ça concerne les Russes et ça nous concerne nous, les Européens et les Américains. Même crainte du côté du député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui répondait à la question de savoir si la France devait, elle aussi, livrer des chars lourds, ces fameux chars Leclerc. On l'écoute. C'est quand même une puissance nucléaire, la Russie. Oui. Si la France est entraînée là-dedans, avec les États-Unis qui sont derrière et la Russie, ça reste quasiment la première puissance nucléaire. Et donc je suis pour quand même que on s'embarque pas dans des choses qui enveniment encore plus le conflit, en croyant effectivement qu'on va faire essuyer une défaite rapide. Voilà, ça c'est l'essentiel. Mais il y a quand même un autre argument aussi qui est invoqué, Fanny. Oui, c'est l'idée que l'Occident alimente la guerre au lieu de chercher la paix. Et c'est notamment ce que dit Marine Le Pen, toujours à propos de ces chars lourds. Écoutez. La question, c'est est-ce que tout ça ne va pas aggraver cette guerre et quand la guerre s'aggrave, les morts se multiplient. Alors, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que, en réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit, qui est un danger quand même majeur, hein, en tout cas un risque majeur, et deuxièmement, est-ce que l'on ne va pas s'éloigner d'une solution négociée de paix? On retrouve aussi cette sensibilité dans d'autres sphères. Écoutez par exemple l'avocat et écrivain Arnaud Classet. L'Union européenne, l'Europe s'est bâtie sur la paix. Ouais. Et aujourd'hui, l'Union européenne est la plus va-t-en-guerre. Normalement, elle devrait se mobiliser pour essayer de trouver des solutions. Et elle ne le fait pas. Merci, Fanny. Voilà, les termes du débat sont posés. Philippe Gély, vous craignez effectivement cette idée d'un engrenage qui pourrait nous mener à être mêlés à cette guerre? D'abord, je ne suis pas d'accord avec beaucoup des propos qui ont été tenus. Et moi, je ne parle pas d'escalade. Je pense que l'escalade, c'est la décision de Poutine dès le départ. Les Ukrainiens sont dans la résistance et nous, on est dans la réaction. Ce qui me préoccupe, c'est la façon dont sont prises certaines décisions stratégiques. Il y a eu un conseil de guerre, entre guillemets, avec les ministres de la Défense et les chefs d'état-major occidentaux à Ramstein la semaine dernière, dont rien n'est sorti en raison de désaccords stratégiques. Mais quelques jours plus tard, par un effet d'entraînement, des pressions politiques, même un jeu d'imitation entre les uns et les autres, on finit par prendre des décisions. Ce qui est frappant, c'est que les Allemands étaient les plus réticents à envoyer des chars. Et que finalement, maintenant, toute cette nouvelle stratégie repose sur eux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas vu la stratégie qui sous-tend ces décisions qui sont lourdes. Et alors, effectivement. Mais ça ne veut pas dire que je m'oppose à l'envoi de chars, pas du tout. Oh. Mais la prochaine question, elle est déjà posée, en fait. Le président Zelensky a dit hier soir qu'il demandait des avions et des missiles. On va en parler dans un moment. Aujourd'hui, tous ces stratèges qui viennent de décider d'envoyer des chars vous diront non. Ah non, pas des chars, pas des missiles. Parce que là, évidemment, ça ne sert pas à taper à 80 km de chez soi. C'est forcément pour aller beaucoup plus loin, donc en territoire russe, sur des bases militaires. Est-ce que la stratégie, ça n'est pas tout simplement de tenter d'aider l'Ukraine au maximum sans pour autant être co-belligérant à récupérer la souveraineté sur son territoire? Mais rappelez-vous qu'on a démarré en donnant des armes défensives, entre guillemets.
Et ça avait l'air, à l'époque, c'était présenté comme le maximum qu'on pourrait faire. On a quand même franchi beaucoup de paliers. Donc pour moi, le terme d'engrenage est purement factuel. On est dans un engrenage qui est rendu indispensable ou fatal par l'escalade de Poutine. Mais malgré tout, on est en droit d'attendre des gens qui prennent ces décisions en notre nom, qu'ils sachent à peu près où ils vont, pourquoi ils le font, et non pas par simple effet d'imitation, parce que sinon on va vous pointer du doigt parce que vous n'êtes pas dans le club. Est-ce que vous craignez qu'on soit engagé dans la guerre ? Je me demande, à un certain point, si on pourra l'éviter. Parce que comment amène-t-on la Russie à la raison sans toucher à un cheveu de Poutine ? Enfin, il n'en a pas beaucoup. Non, mais vous voyez un peu l'enjeu. Mais... Donc, tout ça, c'est devant nous, mais on n'y réfléchit pas et on prend des décisions l'une après l'autre. C'est simplement ça que j'ai voulu pointer dans le fait que je ne trouve pas ça très sain. Est-ce que vous comprenez, vous, amiral Olagaray, ces inquiétudes et cette appréhension ? Oui, totalement. Mais je suis d'accord avec vous, nous sommes dans un engrenage, mais qui a commencé depuis longtemps. L'engrenage, vous savez, oui, c'est le début, etc. Et nous irons jusqu'à livrer vraisemblablement des avions à l'Ukraine. Pour moi, ça me paraît à peu près inéluctable. Simplement, il y a une stratégie politique avec tout ce que cela comporte de poids relatif des uns, des autres, les Allemands, les Français. On se regarde lequel est leader, lequel va le plus dans le sens, lequel déclenche telle et telle livraison. Et puis, il y a les véritables stratégies, alors à plus long terme, qui sont que, en définitive, maintenant, on ne parle plus de lignes rouges. Les lignes rouges, ce sont celles que fixait Poutine, ou qu'on prétendait qu'il les fixait, d'ailleurs. On va parler de lignes bleues. Ce sont celles que se fixent les Occidentaux. La ligne bleue, c'est ne pas dépasser les limites de l'Ukraine telle qu'elle a été reconnue. Et la frontière de l'Ukraine. La frontière de l'Ukraine. De 1991. Oui, absolument. Alors ça inclut effectivement un peu la Crimée. Hein. Donc le problème de la Crimée est un problème sûrement un peu spécifique. Mais ça veut dire que les Occidentaux, normalement, doivent mettre des conditions extraordinairement strictes, comme celles qu'ils ont mises jusqu'à présent, à la livraison d'armes qui pourraient frapper la Russie. Donc maintenant, c'est la ligne que se sont fixés les Occidentaux. C'est ça l'objectif. Pour bien comprendre aller jusque-là, mais pas plus loin. Pour bien comprendre votre pensée. Vous les avez entendu formuler, ces lignes bleues ? Non, mais je pense, moi, que c'est celle-là. Alors, après, qu'est-ce qui se passe-t-il ? On voit que les Ukrainiens utilisent des drones et de... Non, mais on va y venir à la question des avions. Mais pour bien comprendre votre pensée, est-ce que vous regrettez qu'on ait abandonné cette peur des lignes rouges ? Écoutez, tout ça, c'est aussi un engrenage de réflexion, si vous voulez. Chaque fois qu'on voyait que Poutine ne réagissait pas ou simplement par des attaques de drones, tout le monde s'en enhardissait. Il faut dire aussi que dans l'une... À raison ou à tort ? Je ne sais pas, mais dans cette coalition occidentale, se sont révélés des peuples qui ne parlaient pas. Vous voyez que la Pologne prend maintenant une importance extraordinaire, soutient Zelensky d'une façon, Morawiecki, on l'a vu tout à l'heure, d'une façon extrêmement forte. Les Pays-Bas font entendre leur voix. Ça n'est pas une vraie coalition dans laquelle tout le monde ne parle que d'une seule voix. Vous voyez des voix entraînantes, vous voyez des voix fortes. Est-ce que vous diriez va-t-en-guerre ? Non, je dirais des voix fortes qui expriment des positions de leur pays. Alors, va-t-en-guerre, chaque pays a une analyse. Et il paraît extrêmement difficile maintenant de converger vers une analyse commune. Chose qu'il faut remarquer quand même, c'est que les Américains sont de l'autre côté de l'Atlantique, que le champ de bataille, si champ de bataille il y a, sera en Europe, risquerait d'être en Europe, et qu'un des objectifs de l'Amérique quand même, je ne dis pas, je leur fais pas un procès d'intention, c'est que plus dur ce combat, plus dure cette guerre, plus s'affaiblit la Russie. Et ça, il faut jamais quand même l'oublier. Anne, est-ce que vous comprenez les craintes qui s'expriment en particulier depuis 24 heures et l'ampleur qu'est en train de prendre ce débat qui existait en sourdine avant, mais avec quelques voix et qui s'exprime plus amplement aujourd'hui? Oui, je voudrais d'abord parler de débat plus que de crainte, c'est-à-dire que nous traversons une période qui est extrêmement grave, les enjeux sont considérables, les décisions qui ont été prises, qui sont prises, qui seront prises, engagent l'avenir de l'Europe, de l'Ukraine, bien sûr, de la Russie, mais aussi de toute l'Europe. Et donc, dans ce contexte-là, les débats sont absolument sains. On est dans une démocratie, la liberté d'expression
fait partie de notre capitale. Et donc, il est non seulement sain, mais absolument nécessaire qu'il y ait des débats. Vous dites donc, pas, de ce point de vue-là, on a affaire à des Munichois qui ont peur, qui n'ont pas de courage, parce qu'on entend ça aussi. Hein. Non, mais ça, c'est un autre à regret, question. mais on l'entend. C'est une autre question. Je veux dire, il peut y avoir des Munichois, mais en tout cas, c'est normal qu'il y ait des débats. Et je dirais qu'étant donné les enjeux, il faut qu'il y en ait. Alors maintenant, sur la question des limites, c'est vrai que les limites n'ont cessé d'être repoussées. L'exemple qu'on donne toujours, parce qu'il est remarquable, c'est celui de l'Allemagne qui, au début du conflit, donnait des casques et qui maintenant donne des chars lourds. Donc c'est évident, on a repoussé les limites au fur et à mesure de l'évolution. C'est périlleux pour vous ou c'est heureux? Non, d'abord, la question est que nous avons parlé des matériels. On n'a pas parlé des hommes. En fait, pour moi, la limite, ce serait s'il y avait des forces humaines qui venaient à être engagées dans ce conflit. Les limites matérielles, bon, d'abord, moi, c'est des matériels que je ne connais pas très bien, et donc je mesure probablement pas tous les enjeux. Mais je veux dire, malgré tout, ça reste des matériels. Pour le moment, la ligne rouge qui demeure toujours, c'est que les pays de l'OTAN n'engagent pas de forces humaines. C'est ça la vraie ligne rouge pour vous? Ah oui, pour moi, c'est clairement la vraie ligne, absolument. Et pour vous, Philippe, par exemple? Anne de Tinguy a raison, parce que la co-belligérance, c'est d'envoyer des troupes sur le terrain, c'est d'être partie prenante au conflit. En droit de la guerre, entre guillemets, parce que c'est un droit un peu flou, le fait de livrer des armes ou d'aider financièrement ou économiquement un pays n'est pas de la co-belligérance, donc on n'est pas dans la co-belligérance. Mais je pense quand même que des questions stratégiques se poseront bien avant la question de savoir si on enverra des troupes, qui vraiment aujourd'hui n'est pas sur la table, avec les avions et les missiles. Parce que pourquoi... Et pas avec les chars aujourd'hui? Bon... Les chars, les Polonais ont donné 200 T-72 de fabrication soviétique dès le mois d'avril. Personne n'a bougé les Tchèques aussi. le petit doigt. Les Tchèques en novembre. Mais ce n'était pas du matériel occidental. C'était pas du matériel de pointe, c'était pas du matériel occidental. Et c'est simplement que les Occidentaux, les Européens en particulier, donnent l'impression, et même les Américains sur ce dossier-là, donnent l'impression de le faire un petit peu à contre-cœur, parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas de réponse valable à donner aux Ukrainiens ou à ceux, comme les Polonais ou les Baltes, qui poussent dans ce sens. Et c'est ça qui me paraît problématique. À un moment, il faut s'arrêter, essayer d'évaluer les objectifs stratégiques, les enjeux, les risques, et de prendre des décisions qui soient assumées. Posons la question clairement, Alexandre. Est-ce qu'on prend trop de risques, nous, les Européens, je ne dis pas nous, les Français, parce que la décision n'est pas prise, elle sera sans doute négative. Pour d'autres raisons, d'ailleurs. Sans doute pour des raisons opérationnelles, parce que l'homogénéité des matériels, parce que les besoins de nos forces armées, bref. Ce n'est pas la question aujourd'hui. Est-ce qu'on prend trop de risques, nous, les Occidentaux, en livrant des chars? Non, pas assez, à mon avis. Non. Pas assez. Pas assez, évidemment. Pas assez de risques, parce qu'on vit aujourd'hui l'heure de vérité. Il faut que chacun choisisse son camp. Parce que permettez-moi de prendre un peu de recul et de rappeler que si Poutine, qui sape les fondamentaux de ce qu'on appelle la civilisation occidentale, née à Athènes, 500 ans avant le Jésus-Christ, si Poutine gagne la guerre, ce ne sera pas le naufrage seulement de la Russie, ce sera le naufrage de l'Occident, qui risque de sortir tout simplement de l'histoire. Donc, c'est-à-dire, c'est ça. Il faut mesurer ce risque-là qui existe. Et donc, quand on dit l'engrenage, moi j'appelle ça la logique implacable qui existait dès le début de cette guerre et qui relève de deux phénomènes pour moi. D'abord, c'est la myopie géopolitique. On n'a pas vu, on n'a pas voulu voir, je ne sais pas, que le régime de Poutine portait la guerre, c'est-à-dire l'agressivité, comme la nuée porte l'orage, pour reprendre une expression célèbre de Jaurès. Donc, on a fermé les yeux sur l'agression de la Russie en Géorgie en 2008. On a avalé l'annexion en violation flagrante de la loi internationale de la Crimée. Et aujourd'hui, on récolte finalement les fruits de notre propre myopie géopolitique. Il y a aussi, David, le mot que je voudrais prononcer, la pusillanimité, c'est-à-dire la lâcheté pour appeler les choses par leur vrai nom. C'est-à-dire, on ne va pas le danger dans sa globalité et on se réfugie derrière les zones de confort, c'est-à-dire derrière les considérations du quotidien, de notre routine, alors qu'il s'agit de la survie de notre civilisation.
Et quand Pierre Lelouch, Alexandre, puis je vous donne la parole, Jean, dit « Nous entrons aujourd'hui dans une guerre non déclarée par procuration entre la totalité des pays de l'OTAN et la Russie ». C'est la guerre est déjà là. Il ne va pas. Il est aussi myope géopolitiquement parce que la guerre est déjà là. On y est déjà rentré. Et la seule façon... Attendez, vous dites on est déjà entré en guerre contre évidemment, la Russie. Mais la seule façon d'éviter l'engrenage dont on parle, c'est justement la défaite militaire du régime de Poutine. Et la défaite militaire du régime de Poutine, contrairement à la position française en même temps, c'est-à-dire extrapolation de ce principe d'en même temps sur la réalité. Ça a un peu changé quand même, ça a un peu changé. Oui, ça change, mais pas assez pour moi. Eh bien, donc, ça marche pas. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui vraiment assumer que la défaite militaire du régime de Poutine, donc on ne peut pas souhaiter cette défaite et on ne peut pas souhaiter la victoire de l'Ukraine sans souhaiter la défaite militaire du régime de Poutine. C'est la seule solution, David, pour éviter les pires conséquences de cette guerre dont le danger plane déjà sur nous et depuis longtemps. Vous pensez, vous aussi, qu'il faut choisir son camp, Jean ? Oui, complètement. Mais d'ailleurs, ça m'embête un petit peu parce que Philippe a l'air de faire partie du camp des Munichois. Et je crois que c'est pas du tout ce qu'il dit. Ah non, mais non, moi j'emploie cette expression pour la déplorer. C'est-à-dire que dans un débat d'idées, il ne faut pas systématiquement accuser l'autre d'arrière-pensée ou de faiblesse de caractère. Voilà, c'est le débat d'idées. Écoutez, voilà, non mais non mais parce que la question qu'il pose est tout à fait légitime, c'est-à-dire est-ce qu'au fond on réfléchit stratégiquement ? Le problème, c'est que dans l'histoire militaire, dans l'histoire générale de la civilisation, j'ai jamais vu de dirigeants réfléchir de façon géopolitique en amont. Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'en 1939-1940, les Américains ont livré des avions aux Français, mais comme ils ne pouvaient pas surmonter le veto du Congrès, ils les ont amenés à la frontière canadienne. Et là, des Canadiens ont franchi la frontière pour pousser les avions du côté de la frontière canadienne, et là, les Français en ont pris livraison. Et 1 an et demi après, 2 ans après, ils étaient en guerre totale. Je veux dire, vous savez, les Américains, quand ils ont commencé à livrer du matériel en masse aux Anglais, est-ce qu'ils se sont interrogés de savoir si ça allait provoquer Adolf Hitler? Est-ce qu'ils ont dit à Adolf Hitler, si on livre des avions, si on livre des chars aux Anglais, est-ce que vous avez considéré que c'est une escalade? Est-ce que vous considérez que c'est un engrenage? Évidemment qu'on ne se pose pas ce genre de questions. C'est-à-dire que la mécanique de la guerre, la mécanique de l'agression nous surprend toujours. Et donc on réagit comme on peut réagir. Et donc c'est pour ça, par exemple, que Emmanuel Macron, au départ, de façon complètement surprenante. Moi, j'étais à Bruxelles, fin février, quand il est lors d'un Conseil européen. Emmanuel Macron a fixé ces fameuses lignes rouges, où il dit voilà, il y aura une ligne rouge, nous ne devrons pas entrer en co-belligérance. Alors déjà, je dis co-belligérance, d'où ça sort? Juridiquement, ça veut dire quoi être co-belligérant? Parce que c'est pas nous qui décidons d'être co-belligérants. C'est le jour où la Russie nous tape dessus et qui va décider que nous sommes co-belligérants. Sauf si on envoie des hommes au sol, ou là, on peut venir en aide, effectivement. On peut venir en aide davantage à l'Ukraine, mais bon, pour l'instant, personne n'a envie d'envoyer son armée sur place. Et là, il dit textuellement, et c'est sidérant, la co-belligérance, c'est livrer des chars et livrer des avions à l'Ukraine. Et là, je me suis demandé, mais d'où ça sortait? Et il est sorti de cette politique sans le dire en janvier dernier, où il a commencé, il a livré ces fameux AMX-10 RC, les chars légers, livrés, à l'Ukraine. Et là, il est sorti. Donc je me dis, c'est marrant ça. Il sort d'une ligne rouge. Il a répété au sommet de l'OTAN au mois de mars, où il dit jamais on ne livrera de chars, etc. Jean, je peux vous poser la question plus directement devant tous ceux qui nous écoutent. Vous personnellement, parce que souvent, ça se ramène aussi à une sensibilité personnelle. Vous n'avez aucune crainte, si la France décidait de livrer des chars, encore une fois, ce ne sera sans doute pas le cas, mais vous n'avez aucune crainte qu'on soit happé par la guerre? Mais j'ai la crainte de la guerre. C'est pour que les positions soient clairement exprimées. Mais moi, j'ai peur de la guerre. C'est pour ça que je suis profondément européen. Je ne veux pas de la guerre. Mais nous sommes agressés. Et je ne pense pas que la capitulation soit une option. Il faut que les choses soient très claires. Donc je suis agressé. Moi, dans la rue, quelqu'un m'agresse dans la rue. Il me donne un coup de poing. A priori, je ne vais pas donner un coup de poing au type, mais je me défendrai comme un beau diable. Eh bien, c'est la même chose. Et moi, je préfère être mort que russe. Que les choses soient claires. Je préfère être mort que russe. Voilà. Enfin, russe de Poutine. Philippe, russe de Poutine. Quand vous entendez, pas de vous. On est dans des moments où il faut choisir son camp. C'est-à-dire, on peut certes s'interroger, mais il faut choisir son camp. On l'a clairement choisi et personne ne remet ça en question. Simplement, si mes deux voisins ont raison,
toutes nos discussions sur les avions, les missiles et même les troupes, ce sont des pudeurs de jeunes filles. Allons-y tout de suite. C'est ça qu'ils nous disent en fait. Bien sûr. Là, on est en train de débattre, fallait-il envoyer des chars lourds? Mais non, si on est déjà dans une guerre qu'on peut qualifier de continentale, sinon de mondiale, avec la Russie qui veut nous détruire, et qu'on doit détruire avant qu'elle nous détruise, alors c'est pas la peine de couper les cheveux en quatre.